Le noyau de notre planète est en train de devenir complètement fou. D'abord, il semble soudainement changer de sens de rotation, puis les scientifiques découvrent des structures mystérieuses au plus profond de son intérieur, et comme si cela ne suffisait pas, notre planète se refroidit beaucoup plus rapidement que prévu. Mais que se passe-t-il donc sous nos pieds? Aujourd'hui, nous vous dévoilons les découvertes spectaculaires faites à l'intérieur de la Terre, qui pourraient bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur notre planète. Restez avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Imaginez que vous vous réveillez un matin et que vous constatez que la Terre tourne soudainement dans l'autre sens. Cela vous semble fou? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, mais pas avec la Terre entière, seulement avec son noyau. Commençons par une découverte qui laisse même les géophysiciens expérimentés complètement perplexes. Sous nos pieds se trouve un monde mystérieux, dont nous savons encore très peu de choses. Je parle de l'intérieur de notre Terre, de la croûte terrestre, du manteau terrestre et du noyau terrestre. Et quand je dis monde à part entière, ce n'est pas exagéré. Le noyau terrestre est à peu près aussi grand que Pluton. Nous parlons donc ici d'un gigantesque royaume inexploré dans les profondeurs. On pourrait alors se demander pourquoi le noyau terrestre est si peu exploré. Il est pourtant proche de nous. Il fait partie de notre planète, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas y accéder et ne pouvons donc l'explorer qu'indirectement. Le trou le plus profond jamais foré est le forage de Kola en Union soviétique, qui a commencé en 1970 et a atteint la profondeur impressionnante de 12 262 mètres. C'est vraiment un exploit remarquable, mais malheureusement encore très loin du noyau terrestre. Celui-ci commence en effet à une profondeur de 2900 km. Le forage de Kola aurait donc dû être plus de 200 fois plus profond pour l'atteindre. On ne peut pas creuser jusqu'à lui pour l'explorer directement, mais on peut le faire indirectement. Pour cela, nous nous aidons principalement des ondes sismiques, telles que celles déclenchées par les tremblements de terre. Elles se déplacent à travers les différentes couches de la Terre et en analysant ces ondes, les géophysiciens peuvent tirer des conclusions sur la nature des différentes couches terrestres. Au cours des dernières années, des chercheurs chinois ont mené une étude à grande échelle sur ces ondes sismiques et sont parvenus à une conclusion aussi claire qu'effrayante. Le noyau terrestre a cessé de tourner. Le gouvernement envisage probablement déjà d'introduire une taxe pour faire tourner le noyau terrestre. Comment les chercheurs sont-ils parvenus à cette conclusion alarmante concernant le noyau terrestre? Tout d'abord, il s'agit du noyau interne de la Terre, qui est constitué de fer solide. Il est entouré du noyau externe qui est liquide. Après des décennies de recherches sismiques, les géologues sont arrivés à la conclusion que le noyau interne de la Terre oscille, c'est-à-dire qu'il tourne tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, pendant une certaine période. Les chercheurs de l'Université de Pékin ont examiné les données sismiques des années 1990 et 2000 provenant de paires de séismes. Les paires de séismes sont également appelées doublés sismiques. Il s'agit donc de deux séismes de magnitude presque identique qui se sont produits au même endroit à des moments différents. Si l'analyse révèle que les ondes sismiques des deux séismes sont néanmoins différentes, la cause doit se trouver plus profondément, beaucoup plus profondément à l'intérieur de la Terre. Et les chercheurs ont constaté que les ondes sismiques des doublets sismiques entre 1995 et 2008 différaient considérablement les unes des autres. Entre 2009 et 2020, cependant, il y a eu une grande concordance entre les paires de séismes. Cela signifie que quelque chose a dû se produire vers 2009. Le noyau interne de la Terre tourne probablement vers l'Est depuis le début des années 1970, et ce, plus rapidement que la surface de la Terre. Vers 2009, la rotation s'est arrêtée et inverse désormais son sens. Dans l'ensemble, cela semble indiquer un rythme de mouvement d'environ 70 ans du noyau terrestre que les chercheurs appellent superrotation. La question qui se pose naturellement est la suivante: est-ce dangereux pour nous? Cela pourrait avoir quelques conséquences. Le chercheur Xiaodong Song, qui participe à ces recherches, explique que si le modèle d'oscillation est correct, nous pouvons nous attendre à ce que le noyau interne tourne plus lentement que la surface de la Terre d'ici le milieu des années 2040. Et tout cela influencera même la durée des jours, c'est-à-dire la durée du mouvement de rotation de notre planète. Les jours sur Terre seront raccourcis de 0,01 millisecondes. Si le noyau interne de la Terre tourne vers l'ouest, il se déplace vers l'est, dans le sens de la rotation de la Terre, et un jour sera alors plus long de 0,12 millisecondes. Mais il s'agit là d'effets minimes, imperceptibles pour nous. Le champ magnétique terrestre,
qui agit comme un mécanisme de protection contre le rayonnement énergétique du Soleil et qui est généré par des processus au sein du noyau terrestre, est beaucoup plus perceptible. Le ralentissement du noyau terrestre pourrait-il donc mettre en danger le champ magnétique et peut-être même provoquer un renversement des pôles dont on parle souvent ces derniers temps? Il faut ici faire la distinction entre le noyau interne et le noyau externe de la Terre. En effet, le champ magnétique est généré par des processus qui se déroulent dans le noyau externe liquide de la Terre. Le sismologue John Vidal explique que certaines personnes affirment que la présence du noyau interne rend difficile l'inversion du champ magnétique. On sait que le champ magnétique change de polarité tous les quelques millions d'années, mais cela n'a aucune influence sur ce mouvement annuel du noyau interne. En d'autres termes, l'existence du noyau interne en fer de notre planète stabilise les pôles magnétiques. Mais son mouvement de rotation n'a probablement rien à voir avec l'inversion des pôles magnétiques nord et sud. L'arrêt du noyau terrestre ne nous vaudra donc probablement pas immédiatement un renversement apocalyptique des pôles. Mais ce cycle d'oscillation de 70 ans semble également concerner d'autres couches terrestres et résulte probablement d'une interaction entre les processus magnétiques et la gravité du manteau terrestre. Selon les travaux de recherche, cette périodicité de 60 ou 70 ans semble indiquer un système résonnant. Nos découvertes pourraient donc suggérer des interactions dynamiques entre les couches les plus profondes et les plus élevées du système terrestre. Nous ne comprenons pas encore correctement bon nombre des processus liés au noyau terrestre qui influencent l'ensemble de notre planète. Mais ce n'est que le début de notre voyage à l'intérieur de la Terre. En effet, entre le noyau terrestre et le manteau terrestre s'étend une structure mystérieuse qui bouleverse complètement notre compréhension de la planète. À la frontière entre le noyau terrestre et le manteau terrestre existe une couche encore inconnue qui correspond à l'ancien fond océanique et qui est parsemée d'énormes reliefs. Une équipe de chercheurs de l'Université d'Alabama a utilisé une nouvelle méthode d'analyse pour enregistrer près du pôle sud des ondes sismiques qui ont traversé l'intérieur de la Terre depuis des tremblements de terre survenus de l'autre côté de la planète et ont finalement été captés par les stations de mesure en Antarctique. Les chercheurs ont été très surpris lorsqu'ils ont évalué les résultats. Le docteur Edward Guernero, l'un des chercheurs impliqués, explique: lors de l'analyse de milliers d'enregistrements sismiques provenant de l'Antarctique, notre méthode d'imagerie haute résolution a détecté des zones de matériaux anormaux et minces dans la CMB partout où nous avons sondé. CMB signifie Core Mantle Boundary, c'est-à-dire la frontière entre le noyau terrestre et le manteau terrestre. De quoi pourrait-il s'agir? Les chercheurs ont immédiatement eu une idée. Il s'agit probablement d'un fond océanique submergé qui a progressivement recouvert toute la zone entre le noyau et le manteau. Là où les plaques tectoniques se rencontrent sous l'océan, d'énormes fosses océaniques se forment, comme par exemple la fosse des Mariannes. Lorsque ces plaques se rencontrent, on parle de subduction et au cours des longues périodes de l'histoire de la Terre, une plaque se glisse sous l'autre. Dans la fosse des Mariannes, par exemple, d'énormes quantités d'eau sont ainsi aspirées vers l'intérieur de la Terre, où elles suivent un cycle souterrain encore relativement méconnu avant d'être rejetées par des volcans sous-marins à un autre endroit de l'océan. Tout ce processus pourrait également avoir joué un rôle essentiel dans l'apparition de la vie ischamorcière, car on suppose que les premiers organismes sont apparus précisément dans ces volcans sous-marins. Il semble désormais que ces fonds marins affaissés aient formé au fil du temps une couche distincte à l'intérieur de la Terre. Les scientifiques appellent ce phénomène ULVZ, qui signifie Ultra Low Velocity Zone, c'est-à-dire des zones de la limite entre le noyau et le manteau, où les ondes sismiques se propagent soudainement de manière extrêmement lente. Jusqu'à présent, on pensait que ces ULVZ n'apparaissaient que par petites zones, mais ces nouveaux résultats de recherche indiquent que toute la limite entre le noyau et le manteau est recouverte d'une zone à très faible vitesse en raison de l'affaissement des fonds marins. L'auteur principal de l'étude qui vient d'être publiée, le Dr Samantha Hansen, affirme que les études sismiques telles que la nôtre fournissent la représentation la plus détaillée de la structure interne de notre planète et que nous constatons que cette structure est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Les régions ULVZ sont très irrégulières, car comme le montrent les données, leur épaisseur varie entre 1 et 10 km. Nous avons donc trouvé des anomalies entre le noyau terrestre et le manteau terrestre, qui ont été créées par l'affaissement du fond océanique et forment des chaînes de montagnes gigantesques à l'intérieur de la planète.
Et cela est important pour comprendre le système géophysique global de notre planète. Ces montagnes à l'intérieur de la Terre pourraient jouer un rôle important dans la façon dont la chaleur s'échappe du noyau. Et c'est après tout la partie de la planète qui alimente le champ magnétique. Le champ magnétique terrestre nous protège quant à lui contre les rayonnements dangereux et riches en énergie du Soleil. Nous pourrions donc être menacés à l'avenir en cas de renversement des pôles, c'est-à-dire si les pôles magnétiques s'inversaient et que le champ magnétique terrestre se déréglait complètement pendant une longue période. Mieux nous comprenons le fonctionnement du noyau terrestre, plus nous avons de certitudes concernant de tels scénarios apocalyptiques magnétiques. La question se pose naturellement de savoir comment nous pourrions en apprendre davantage à ce sujet. Les données sismiques ne sont bien sûr que des observations indirectes et il serait très difficile de creuser à cet endroit. Mais que diriez-vous de nous placer simplement près d'un volcan et d'attendre que des matériaux provenant des zones à très faible vitesse soient expulsés? Ce n'est pas une blague, les matériaux provenant des anciens fonds océaniques peuvent être entraînés dans des panaches mantéliques ou des points chauds, qui remontent ensuite à la surface lors d'éruptions volcaniques. Parfois, la science est tout simplement très simple. En analysant les matériaux issus de certaines éruptions volcaniques, nous pourrions donc obtenir des informations sur ce monde mystérieux qui se trouve sous nos pieds. Je trouve que le Dr Samantha Hansen l'a très bien formulé. Il y a encore tant de choses inconnues sur le monde qui se trouvent sous nos pieds, et même les structures à petite échelle telles que les ULVZ que nous avons enregistrées peuvent jouer un rôle important dans le fonctionnement de notre planète. Je serais curieux de savoir lequel de ces endroits vous aimeriez explorer de fond en comble si vous le pouviez. L'intérieur de la Terre, le fond des océans ou une exoplanète inconnue? Écrivez-moi votre réponse dans les commentaires afin que nous puissions en faire un vote représentatif. Ces structures anciennes issues du fond des océans sont déjà suffisamment fascinantes. Mais il y a mieux encore. En étudiant les ondes sismiques, les sismologues ont découvert quelque chose qui bouleverse complètement notre compréhension actuelle du noyau terrestre. Ils ont découvert, accrochez-vous bien, un tout nouveau noyau terrestre. Au total, la Terre se compose de 3 couches principales, circa, la croûte, le manteau et le noyau. Ces couches ont des densités différentes et des propriétés chimiques et physiques variées qui sont influencées par des processus géologiques tels que la tectonique des plaques et le volcanisme. Aujourd'hui, nous nous intéressons principalement au noyau terrestre, la couche la plus interne composée de fer et de nickel et dont la température agréable est d'environ 5500 degrés. Jusqu'à présent, les géologues pensaient que le noyau pouvait être divisé en 2 zones, le noyau externe liquide et le noyau interne solide. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent. Des chercheurs australiens ont découvert autre chose à l'aide de mesures sismiques. Ils ont mesuré l'activité sismique à plusieurs foyers sismiques situés aux points opposés de la Terre et ont constaté que les ondes sismiques qui se déplacent à travers le segment le plus interne de la Terre, composé principalement de minerais de fer et de nickel, se comportaient légèrement différemment de celles de la couche supérieure. Mais comment interpréter les informations précises fournies par ces ondes sismiques? Le mot-clé est anisotropie. Cela signifie simplement que les propriétés d'un matériau ou d'un système varient selon les directions. Prenons l'exemple simple du bois. Le bois est anisotrope car il présente des propriétés différentes selon les directions. Par exemple, il est généralement plus rigide et plus résistant dans le sens longitudinal que dans le sens transversal. Il en va de même pour le noyau terrestre. Lorsque les ondes sismiques traversent le noyau terrestre, elles se comportent de manière anisotrope car les propriétés physiques du noyau varient selon les directions. La vitesse à laquelle les ondes sismiques traversent le noyau dépend notamment de la direction. Dans le bois, l'anisotropie dépend de l'orientation des parois cellulaires, tandis que dans le noyau terrestre, elle résulte de l'orientation des cristaux ou des molécules dans les matériaux qui le composent. Mais le principe reste le même. Environ 200 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 6 sur l'échelle de Richter ont été étudiés, en se concentrant principalement sur un séisme de magnitude 7,9 qui a secoué l'état insulaire des Salomon dans le Pacifique en 2017. Ce séisme était particulièrement bien adapté à l'étude du noyau terrestre, car les ondes de pression générées se sont propagées à travers tout le corps de la Terre et ont ensuite été enregistrées par de nombreuses stations de mesure situées dans l'hémisphère nord opposé. Les chercheurs écrivent à ce sujet « Nos résultats renforcent les preuves d'un noyau interne anisotrope distinct et de sa transition vers une enveloppe externe qui pourrait être l'enregistrement fossilisé d'un événement mondial important dans le passé. » Pour les profanes, c'est-à-dire les non-géologues, ils ont découvert un mini-noyau terrestre au sein du noyau terrestre, c'est-à-dire un noyau interne le plus profond qui est entouré du noyau interne, lui-même entouré du noyau externe.
un peu comme ces poupées russes Matryoshka, où il y a toujours une poupée plus petite à l'intérieur de l'autre. Il existe donc un petit noyau séparé, clairement distinct du noyau interne. Malheureusement, les termes utilisés sont très confus, et je trouve que noyau interne le plus interne est une description assez stupide, mais il n'existe malheureusement pas encore de meilleur nom. Si vous avez une idée pour un nom plus approprié pour le noyau interne le plus interne, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, l'analyse des données sismiques a également permis aux chercheurs d'obtenir des informations détaillées sur le noyau interne le plus interne. Il mesure environ 650 km et est composé de fer pur. Cela soulève de nouvelles questions. Si le noyau interne le plus profond et le noyau interne sont tous deux composés de fer solide, pourquoi deux structures distinctes se sont-elles formées? Cela mérite d'être étudié plus en détail, donc le suspense reste entier. L'étude du noyau terrestre est importante pour mieux comprendre la formation et l'évolution de la Terre, ainsi que le fonctionnement du champ magnétique de notre planète. Le champ magnétique terrestre est en grande partie généré par des effets au sein du noyau terrestre, ce que l'on appelle le géodynamo. Comme nous le savons déjà, le noyau externe de la Terre est liquide et les deux noyaux internes sont solides. Le champ magnétique est généré par le mouvement de ces fluides conducteurs d'électricité autour des noyaux internes. La découverte du noyau interne le plus profond pourrait donc révolutionner notre compréhension du champ magnétique terrestre et nous apporter des informations importantes sur l'inversion des pôles magnétiques qui se produira à l'avenir, appelée inversion des pôles. Selon les travaux de recherche, bien que le champ géomagnétique ait pu précéder la naissance du noyau interne, les changements dans les structures du noyau interne pourraient indiquer des déplacements du champ géomagnétique qui auraient pu avoir une influence profonde sur l'évolution de la Terre et de son écosystème. Et l'intérieur de la Terre réserve encore d'autres surprises. Au plus profond de la Terre se cache un véritable trésor cosmique, un réservoir d'hélium-3. Un isotope presque aussi vieux que l'univers lui-même. L'hélium-3 est connu dans de nombreux films de science-fiction comme une ressource très convoitée sur la Lune. Mais aujourd'hui, des chercheurs en ont trouvé une quantité gigantesque à l'intérieur de notre Terre. Environ 2 milliards de tonnes de cet isotope primordial qu'est l'hélium-3 sont liées au métal de notre noyau terrestre. Et c'est vraiment une découverte étonnante, car l'hélium est relativement rare sur Terre, bien qu'il soit le deuxième élément le plus abondant dans le cosmos. En effet, l'hélium est produit dans des étoiles comme notre Soleil, où il est créé dans le cadre de la fusion nucléaire lorsque l'hydrogène fusionne pour former de l'hélium. Mais sur Terre, il est relativement rare et la raison en est évidente. L'hélium est extrêmement volatile. Lorsqu'il est libéré, il s'élève vers le haut et n'est pas retenu par la gravité terrestre. Les réserves terrestres d'hélium peuvent toutefois se conserver dans des cavités souterraines. On savait déjà qu'il y avait une certaine quantité d'hélium à cet endroit, car après tout, de nombreux volcans rejettent de l'hélium, mais personne ne s'attendait à 2 milliards de tonnes. La question se pose maintenant de savoir comment cette quantité d'hélium est arrivée là. Les atomes de l'isotope hélium-3 se sont formés peu après le Big Bang. Ces isotopes sont appelés primordiaux, c'est-à-dire qu'ils étaient présents dès le début. Cela signifie que l'hélium-3 n'a pas été créé par des processus à l'intérieur de la Terre, mais que la Terre a dû le collecter dès sa formation. Il y a environ 5 milliards d'années, la Terre s'est formée dans un gigantesque disque protoplanétaire, un immense amas de poussière, de gaz et de petits cailloux qui tournaient encore autour du jeune Soleil. C'est dans ce disque protoplanétaire que la Terre a probablement accumulé d'énormes quantités d'hélium-3, qui sommeille depuis lors en son sein. Jusqu'ici, rien de mystérieux, mais les choses compliquent, car la Terre a subi un grave accident dans le passé. Elle est entrée en collision avec une planète appelée Theia, qui avait à peu près la taille de Mars. Lors de cette collision, un gros morceau de la Terre s'est détaché, formant finalement la Lune. Cet accident planétaire, qui s'est probablement produit il y a environ 4 milliards et demi d'années, n'aurait-il pas dû entraîner la fuite de tout l'hélium stocké à l'intérieur de la Terre? Après tout, la Terre présentait un énorme trou après la collision. Comment l'énorme réservoir d'hélium-3 situé dans le noyau terrestre a-t-il pu survivre à la collision? La réponse a été trouvée par des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique qui, à l'aide d'expériences en laboratoire et de modèles géophysiques, ont découvert que les réserves d'hélium-3 devaient se trouver très profondément dans le noyau terrestre, à une profondeur telle qu'elles étaient protégées de la collision avec Theia. Et la raison de cette profondeur réside dans les conditions qui régnaient à l'époque sur la Terre, alors encore très jeune. À cette époque, il faisait en effet extrêmement chaud sur notre planète. La Terre était recouverte d'immenses océans de lave sans aucune trace de vie à l'horizon. À l'époque, non seulement la surface de la Terre était différente de celle d'aujourd'hui, mais son atmosphère l'était également.
Elle contenait en effet beaucoup plus d'hélium. Et l'hélium de l'atmosphère primitive dense de la jeune Terre se mélangeait en permanence à l'océan de lave, c'est-à-dire à la roche en fusion. Lorsque l'océan de lave s'est refroidi, une grande quantité d'hélium est restée emprisonnée dans la roche désormais solide. Mais une partie de cet hélium a probablement continué à descendre encore plus profondément. C'est ainsi que le décrivent les chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique. Des expériences montrent que seule une petite partie de l'hélium, dissous dans la silicate en fusion, s'est transférée dans les fluides riches en fer lorsqu'ils ont coulé dans les profondeurs à travers l'océan de magma. Mais cette petite quantité a suffi pour transporter des quantités substantielles d'hélium-3 dans le proto-noyau terrestre. Et tandis que la majeure partie de l'hélium lié à la roche a été projetée dans l'espace lors de la collision avec Theia, la partie de l'hélium qui a coulé dans le noyau terrestre y subsiste encore aujourd'hui. Jusqu'ici, tout va bien, mais les processus exacts entre le noyau terrestre et le manteau terrestre restent relativement mystérieux. Y a-t-il par exemple un échange d'hélium entre le noyau et le manteau? Les chercheurs pensent que cela dépend principalement du gradient de concentration entre les deux couches terrestres, en plus de facteurs tels que la température et la nature de la limite entre le noyau et le manteau. Il y a donc un échange constant d'hélium entre le noyau terrestre et le manteau. Et l'hélium qui est finalement émis par les volcans provient probablement à l'origine du noyau. L'équipe de chercheurs écrit que le fait que des quantités importantes de cet isotope primordial soient encore présentes à l'intérieur de la Terre est un miracle de la nature et une clé pour comprendre l'histoire de la Terre. La collision avec Theia et l'hélium primordial qui en résulte dans le noyau terrestre, c'est vraiment de la science-fiction devenue réalité. Mais alors que nous nous émerveillons encore de ces événements cosmiques, des chercheurs suisses ont fait une découverte encore plus importante pour notre avenir. Ils ont découvert que notre planète se refroidit rapidement depuis son intérieur. Et cette chaleur qui s'échappe de l'intérieur de la planète vers l'extérieur est extrêmement importante. Elle est à la base de processus géologiques tels que la tectonique des plaques et le volcanisme. Et surtout, elle maintient en fonctionnement le géodynamo de notre champ magnétique. Dans le noyau externe de la Terre, de la matière conductrice, principalement du métal en fusion, est en rotation. Et cette masse de métal en fusion enveloppe le noyau interne de la Terre qui est constitué de métal solide. Cela crée un courant qui génère le champ magnétique terrestre. Et ce champ magnétique est auto-entretenu. S'il venait à disparaître, la Terre serait beaucoup moins propice à la vie et ressemblerait aujourd'hui davantage à Mars. En effet, le géodynamo génère le champ magnétique terrestre qui protège la surface de la Terre contre les bombardements de rayons cosmiques et le vent solaire. Nous avons donc tout intérêt à ce que la chaleur continue d'être produite dans le noyau terrestre et de pénétrer dans les couches externes. Or, une équipe de chercheurs de l'ETH Zurich, dirigée par le physicien et géochimiste Motohiko Murakami, a fait une découverte alarmante. La Terre se refroidit beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Murakami affirme que nos résultats pourraient nous ouvrir une nouvelle perspective sur l'évolution de la dynamique de la Terre, car ils indiquent que comme les autres planètes rocheuses, Mercure et Mars, la Terre se refroidit et devient inactive beaucoup plus rapidement que prévu. Mais voyons comment l'équipe de chercheurs est parvenue à cette conclusion. Le réservoir de chaleur dans le noyau terrestre n'est bien sûr pas inépuisable, sinon il s'agirait d'une sorte de mouvement perpétuel. La chaleur s'échappe vers l'extérieur, ce qui refroidit progressivement le noyau terrestre. La question est de savoir à quelle vitesse cela se produit, et la limite entre le noyau et le manteau joue ici un rôle décisif. C'est là que les métaux en fusion chaud provenant du noyau externe de la Terre, principalement le fer et le nickel, rencontrent la roche du manteau terrestre, qui est environ 1000 degrés plus froide. On peut se représenter cela un peu comme la zone où la lave volcanique chaude se déverse dans la mer froide. Seulement, la limite entre le noyau et le manteau est bien sûr une frontière beaucoup plus nette, c'est en fait la plus grande frontière thermique de notre planète. Et c'est précisément à cette frontière que se détermine la quantité de chaleur provenant de l'intérieur de la Terre qui peut continuer à s'échapper vers l'extérieur. En d'autres termes, pour déterminer à quelle vitesse la Terre se refroidit, il faut déterminer la quantité de chaleur interceptée à la limite entre le noyau et le manteau. Pour cela, l'équipe de chercheurs zurichoise a imaginé une solution très ingénieuse. Elle a étudié de manière approfondie le minéral qui prédomine à cet endroit. L'intérieur de la Terre regorge de minéraux curieux qui ne peuvent se former qu'à cet endroit en raison de la pression immense qui y règne. L'un d'entre eux est la bridgemanite. On ne la trouve en principe que
La bridgemanite est le minéral dominant à la limite entre le noyau et le manteau, et jusqu'à présent, sa conductivité thermique était très controversée. Or, comme nous l'avons vu, il n'est pas possible de creuser jusqu'à la limite entre le noyau et le manteau pour y étudier la bridgemanite. C'est pourquoi les chercheurs ont procédé comme suit. Ils ont simplement créé eux-mêmes des cristaux de bridgemanite en utilisant une pression et une chaleur extrêmes dans des conditions de laboratoire. Ils ont placé chacun des cristaux dans une cellule à poinçon diamanté et les ont soumis à une pression de 80 gigapascales. À l'aide d'un laser, ils ont ensuite chauffé l'échantillon de cristal à environ 2200 degrés. En principe, les chercheurs ont donc reproduit les conditions à la limite entre le noyau et le manteau et ont ensuite enregistré le rayonnement émis par le cristal à l'aide d'un spectroscope. Cela leur a permis de déterminer la chaleur, le flux thermique et l'état du cristal. C'est complètement fou que cela soit possible et le résultat était tout aussi incroyable. La bridgemanite dissipe la chaleur une fois et demie mieux qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Cela signifie que la limite entre le noyau et le manteau laisse passer beaucoup plus de chaleur qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Le noyau terrestre se refroidit beaucoup plus rapidement. Non seulement le dynamo terrestre cessera de fonctionner plus tôt que prévu, mais la tectonique des plaques, la dérive des continents, la formation des montagnes et le volcanisme s'arrêteront également plus rapidement que prévu. À quelle vitesse? On ne le sait malheureusement pas encore, car ces processus géologiques se déroulent sur des périodes extrêmement longues et sont très difficiles à calculer. La désintégration des éléments radioactifs dans le noyau terrestre et le mouvement précis de la convection mantélique jouent également un rôle. En résumé, la Terre se refroidit beaucoup plus rapidement que prévu, le noyau tourne à l'envers, des structures mystérieuses traversent l'intérieur de la Terre et de l'hélium ancien raconte l'histoire d'une collision cosmique. Notre planète est vraiment pleine de surprises. J'espère que vous êtes désormais tous de véritables experts du noyau terrestre. Je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les nouvelles découvertes sur l'intérieur de la Terre ici, sur cette chaîne. Alors si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de donner un pouce vers le haut pour booster l'algorithme YouTube. Et comme Noël approche à grands pas, jetez un œil à la boutique Astro. Pour obtenir des t-shirts Astro Team sympas et d'autres articles galactiques, cliquez en bas à gauche. Chaque commande soutient grandement mon travail, sinon je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis.